bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État participe aux travaux de la 22e conférence internationale sur le climat de Marrakech. Et en Syrie, l'avion russe intensifie ses raids depuis un porte-avions mouillant en Méditerranée. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. La 22e conférence des Nations Unies sur le climat, ou COP22, poursuit ses travaux à Marrakech au Maroc. Cette conférence était ouverte hier. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, prend part aux travaux qui ont pour thème l'atténuation des effets dus au changement climatique et les innovations proposées pour s'adapter à la situation en favorisant notamment les énergies propres et renouvelables. Les participants à cette rencontre devront également faire le point en matière de ratification de la Convention sur la réduction des gaz à effet de serre. Le chef de l'État a prononcé un important discours, vous l'entendrez au cours de la conférence. Notre envoyé spécial à Marrakech, Awa Abdi, nous résume les activités du chef de l'État et sa rencontre avec le roi Mohamed VI. Nous nous trouvons actuellement sur le site qui abrite la 22e conférence des Nations Unies du changement de climat qui a réuni près de 70 chefs d'État et gouvernements, dont le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a été accueilli par le roi Mohamed VI. A noter que cette conférence, dite conférence d'action, de l'innovation, du partage de solutions, qui doit contribuer à la mise en œuvre de résultats du COP21 qui a été tenu à Paris. Près de 180 responsables, chefs d'État et gouvernements de pays signataires de l'accord de Paris ont pris part à la conférence des Nations Unies du changement climatique qui a eu lieu au site de Bab el-Igli à Marrakech. De tentes conçues afin d'abriter cet événement. La cérémonie d'ouverture de conférence de chefs d'État a débuté par la réception de près de 70 chefs d'État et gouvernements, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a été accueilli par le roi marocain Mohamed VI et le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. Également, le chef de la diplomatie marocaine, M. Salahdine Mizouar, a accueilli le président de la République dès son arrivée. Ensuite, le président a pris part à la photo de famille auprès de plusieurs chefs d'État en compagnie du roi avant de rejoindre la salle de conférence. Awa Abdi, RTD, Marrakech, Royaume du Maroc. Et c'est à travers ce genre de conférence des Nations Unies sur les changements climatiques que les accords et conventions sont préparés, discutés, négociés et soumis aux dirigeants des États membres. Des efforts sont entrepris pour faire face au changement climatique et réduire la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La prise de conscience sur les dangers qui menacent la planète Terre font qu'aujourd'hui, l'on promeut fortement les énergies renouvelables propres et durables. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il a mis en exergue la nécessité de sauver la planète Terre des risques d'un rapide réchauffement du climat qui aura d'énormes conséquences sur les cultures, les régions côtières menacées par la montée des eaux, la disparition d'espèces animales dans les zones polaires ou l'écosystème dans son ensemble. Le chef de l'État n'a pas manqué de remercier le roi du Maroc et le peuple marocain pour l'organisation de cette conférence. Le chef de l'État a ainsi indiqué que la conférence de Marrakech arrive donc à un moment crucial dans l'effort de la communauté internationale visant à lutter contre le réchauffement global de la planète Terre. Cette conférence, selon le chef de l'État, doit permettre de concrétiser l'engagement pris à Paris en mettant en place des mécanismes qui permettent de réduire l'émission des gaz à effet de serre tout en renforçant les actions d'adaptation au changement climatique. Suivant un extrait du discours du chef de l'État. Sa Majesté Mohamed VI, président de la COP 22, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier Sa Majesté le roi du Maroc et le peuple marocain pour l'accueil chaleureux
qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle cité de Marrakech. Mes remerciements s'adressent ensuite au président François Hollande pour avoir facilité l'adoption de l'accord de Paris qui a constitué un tournant historique dans la lutte contre le changement climatique. J'adresse enfin mes remerciements à la nouvelle secrétaire exécutive de la Convention, Mme Spinoza, qui a pris les dispositions nécessaires pour faciliter nos travaux durant cette conférence. Permettez-moi également d'endosser pleinement les déclarations faites au nom du groupe des 77 et la Chine par le Royaume de Thaïlande et par le président de la République du Mali au nom de l'Afrique, du Niger, je veux dire. Je voudrais d'emblée souligner que c'est la 4e fois que l'Afrique accueille la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et chacune de ces conférences a abouti à des résultats encourageants. Ainsi, la première conférence africaine produisit l'accord de Marrakech, puis la conférence de Nairobi en 2006 permit d'adopter le programme d'action pour l'adaptation. Enfin, la conférence de Durban eut pour résultat la plateforme de Durban qui donna naissance à l'accord de Paris, qui engage pour la première fois tous les pays du monde. La conférence de Marrakech arrive donc à un moment crucial dans l'effort de la communauté internationale pour lutter contre le réchauffement global. Cette conférence doit en effet permettre de concrétiser l'engagement pris à Paris en mettant en place des mécanismes qui permettent effectivement de réduire l'émission des gaz à effet de serre tout en renforçant les actions d'adaptation au changement climatique. Monsieur le Président, permettez-moi de me réjouir que la conférence de Marrakech commence sous de bons auspices puisque l'accord de Paris est entré en vigueur il y a quelques jours seulement. Les grands pays émetteurs l'ont ratifié. Il y a lieu ici de féliciter la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Brésil, l'Inde, le Canada et l'Union européenne d'avoir montré le bon exemple en ratifiant l'accord de Paris. J'ai également le plaisir de vous annoncer que le Parlement de Djibouti a ratifié l'accord de Paris le 16 octobre dernier et que notre instrument de ratification est déjà déposé au siège des Nations Unies à New York. Il y a quelques mois, nous étions saisis par le doute sur la volonté réelle des pays industrialisés à ratifier l'accord de Paris. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis et c'est porté par l'espoir que nous entamons la négociation pour donner un contenu concret à l'accord de Paris. Cependant, il y a urgence et beaucoup de choses restent à réaliser pour lutter efficacement contre le réchauffement global. Nous constatons en effet un gap entre l'aggravation du réchauffement global et les actions menées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l'année 2016 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés météorologiques en 1880. Or, peu d'actions concrètes ont été engagées cette année par les pays industrialisés, que ce soit pour la suppression des aides publiques aux énergies fossiles, l'augmentation du prix du carbone ou l'aide aux pays en développement pour l'adaptation. L'Afrique est un continent particulièrement vulnérable aux catastrophes climatiques. Ainsi, les sécheresses récurrentes, le spectre de la soif, les pertes de cheptels et parfois des inondations dévastatrices sont le lot des populations rurales pauvres de nos pays. Pour nous, Africains, le changement climatique n'est pas une prévision théorique à long terme qu'il faudra anticiper, mais c'est déjà une réalité palpable dont souffrent nos populations quotidiennement. Et cette tendance ne fait que s'accroître d'une année à l'autre. Il est donc urgent de prendre des actions rapides et concrètes pour réduire de façon drastique l'émission des gaz à effet de serre. Comme vous le savez, l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de ces gaz. Les pays développés doivent donc assumer leurs responsabilités historiques dans le réchauffement global et apporter les moyens financiers et technologiques nécessaires aux pays en développement, notamment
aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires qui n'ont pas suffisamment de capacités pour faire face aux bouleversements induits par le changement climatique. Mais cela ne signifie nullement que les pays en développement ne doivent pas prendre leur part du fardeau. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire. Je voudrais ici saluer les actions louables menées par certains pays du continent, notamment l'Éthiopie, qui a développé l'hydroélectricité, le Kenya qui a développé la géothermie et le Maroc, notre pays hôte, a mis en place un projet gigantesque de centrale solaire appelé Nour. Mon propre pays, Djibouti, est en train d'investir massivement dans les énergies géothermiques, solaires et éoliennes. Toutes ces initiatives sont encourageantes, mais elles sont freinées par deux obstacles majeurs qui sont le manque de financement et la faiblesse du transfert des technologies. Et lors de cette rencontre de haut niveau qui a vu la participation d'une quarantaine de chefs d'État, une trentaine de chefs de gouvernement ainsi que quelques 180 responsables, le président Nguélé a appelé les pays, vous venez de l'entendre, développer, assumer leurs responsabilités historiques dans le réchauffement global et à apporter les moyens financiers et technologiques nécessaires aux pays en développement. Nous réécoutons encore une fois le président de la République. Au sujet du financement, je voudrais noter ici que la création du Fonds vert pour le climat n'a pas permis de répondre aux espoirs suscités par la mise en place de ce nouveau mécanisme financier. En effet, et en dépit des promesses faites à Paris de mobiliser 100 milliards de dollars, seulement 10 milliards sont effectivement mis à la disposition du Fonds vert pour le climat. Or, il y a lieu de souligner ici que la mise en œuvre de l'accord de Paris est sujette à la mobilisation, la disponibilité et l'accessibilité directe des ressources financières conséquentes par les pays développés en faveur des pays en développement, notamment les pays les moins avancés. Je lance donc un appel solennel pour que les engagements contenus dans les décisions prises à Paris soient respectés en matière de financement des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est la condition sine qua non que l'on puisse engager pour que l'on puisse s'engager dans un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Je vous remercie. Et on va retrouver tout de suite l'appel à la prière. Restez avec nous, je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. L'appel à la prière, bienvenue si vous nous rejoignez à un mois de l'inauguration officielle de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelrader, accompagné du vice-président chinois, M. Lian Wanshao, des hauts responsables de son département, a effectué hier une visite d'inspection sur le site Anagad. Le vice-président chinois a pu être informé sur les dernières étapes des travaux poursuivis avant l'ouverture de la ligne ferroviaire. Les hauts responsables ont pu ainsi s'encourir de l'état d'avancement des travaux sur l'ensemble de la ligne ferroviaire. La gare principale de Nagad devant très prochainement ouvrir ses portes. Le directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer, M. Mahamoud Rablet Dabal, le directeur de la société chinoise, la CCECC, ont apporté toutes les explications et tous les éclairages souhaités au cours de cette visite d'inspection et d'information. Le ministre a pour sa part constaté de visu l'avancement des travaux qui vont à bon train. Par la suite, le ministre et sa délégation ont marqué un arrêt dans la gare principale de Djibouti, située à Nagad. C'est à partir de là que partiront désormais les trains des voyageurs. Quant aux marchandises containerisées, eh bien, elles seront acheminées à partir des ports. Rappelons que, enfin, la nouvelle gare ferroviaire sera opérationnelle dès la fin de cette année, mais sera inaugurée par le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, quelques semaines plus tard, début janvier.
Et le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Hellam, dans une interview qu'il nous a accordée à l'issue de la visite du vice-président chinois de la nouvelle gare de Nagad, s'est dit honoré de recevoir ce dernier ainsi que les membres du gouvernement chinois. Djibouti et la Chine entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis plus de 38 ans, a-t-il assuré. En effet, la Chine participe, selon le ministre, activement au développement socio-économique de la République de Djibouti. Le vice-président chinois a poursuivi le ministre des Transports djiboutien a visité cet après-midi la nouvelle gare centrale de Nagad qui est en phase de finition, ainsi que la nouvelle voie ferrée reliant Djibouti à Addis Abeba. À cette occasion, il est prévu d'organiser sous la houlette du chef de l'État une grande cérémonie d'inauguration de cette nouvelle gare qui est prévue pour début janvier 2017. Le vice-président chinois est venu constater de visu l'avancement des travaux et a félicité par la même occasion la société djiboutienne des chemins de fer et les entreprises chinoises en charge de la construction de cette gare et du chemin de fer djibouto-éthiopien. Le vice-président chinois s'est félicité du travail accompli par ses compatriotes, ce qui permet de raffermir davantage les relations sino-djiboutiennes. Rencontre entre le ministre de la Justice et le représentant de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Est. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Momin Ahmed Cher, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur représentant permanent de l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. M. José Villa del Castillo. Au cours de cet entretien, le ministre de la Justice était assisté du secrétaire général, M. Abdi Ismail Hissi, et du directeur de la communication du département, M. Eid Ahmed Ibrahim. Quant à l'ambassadeur de l'ONUDC, M. José Villa del Castillo, il était accompagné de M. Johan Kruger, responsable du bureau régional basé à Nairobi, en charge des programmes de lutte contre le crime organisé et la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que de Mme Maria Temesvari et de M. Siji Sang du bureau de l'ONUDC d'Addis Abeba. Cette rencontre a porté sur la revue à mi-parcours de l'exécution de projets de renforcement de la réponse du système national de justice pénale à la traite des êtres humains à Djibouti. En effet, avec l'appui financier du gouvernement des États-Unis d'Amérique, l'ONUDC est chargé de mettre en œuvre ce projet comprenant 4 objectifs principaux. Création d'un système d'orientation pour les victimes de la traite, institutionnalisation d'un mécanisme de collecte de données et d'élaboration de rapports de surveillance sur la traite des êtres humains, activités de sensibilisation sur les principaux problèmes relatifs à la traite des êtres humains et enfin organisation de cours de formation englobant les enquêtes axées sur les victimes et les poursuites judiciaires, formation des formateurs. Tous ces projets ont une même finalité, garantir l'accès à la justice et d'assurer leurs droits aux victimes de la traite humaine. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a reçu ce matin, en même temps, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atousek, ainsi que M. Simon Chiabou, directeur des affaires internationales à l'ENA, École nationale d'administration au Québec. Au cours de cet entretien, plusieurs points ayant attrait au financement de la réforme administrative pour l'année 2017 ont été abordés. Les représentants des deux organismes concernés ont assuré le ministre de leur disponibilité à soutenir le département du travail dans ses efforts visant à donner à l'administration publique toute sa notoriété. Écoutons à cet effet M. Atousek, représentant la Banque mondiale à Djibouti. Engagement avec les autorités djiboutiennes pour moderniser, appuyer la modernisation de l'administration djiboutienne pour rendre beaucoup plus performante l'action publique, rendre de meilleurs services aux citoyens et aussi assurer le développement économique et social de Djibouti. Et puis après, le ministre du Travail a reçu une autre délégation. Il s'agit d'une délégation de l'Union européenne, conduite par Adam Koulach, représentant de l'Union européenne à Djibouti. Les discussions ont là aussi porté sur le soutien de la réforme de l'administration. L'Union européenne s'est également engagée à apporter son assistance en matière de formation pour la réforme de l'administration publique à Djibouti. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Baleh, a reçu aujourd'hui en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti,
Abdelaziz Ibn Abdullah Al-Daoud. L'entrevue s'est déroulée au cabinet du ministre en présence du conseiller technique Chouaib Begal. Lors de l'entretien qui s'est déroulé dans un climat fraternel et chaleureux, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf et le diplomate saoudien ont évoqué les relations privilégiées d'amitié et de coopération existantes entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que les voies et moyens de les développer encore davantage. Le ministre, qui s'est dit fier d'accueillir le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite, a souhaité à ce dernier un agréable séjour de travail parmi nous et plein succès à sa mission. On va dans les régions à présent, après Tadjoura, Ali Sabié, Obok, la région de l'unité, d'Ikil a accueilli hier le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alamis. Ce dernier était accompagné d'une forte délégation de parlementaires de la région de l'unité, du maire de Djibouti, M. Hussein Abdoulaye Kayad, et du staff de son département. Objectif: concerter avec les autorités régionales pour démarrer dans les meilleures conditions la mise en œuvre de la troisième phase du processus de décentralisation. Le ministre et sa délégation ont tenu une réunion élargie avec les autorités régionales et personnalités actives et influentes de la région. Les chefs coutumiers religieux et les représentants des associations des femmes, des jeunes et d'autres personnalités de la région ont également été consultés. L'échange fut intense et riche entre les participants et le ministre de la décentralisation pour parvenir à un développement concerté au niveau de l'ensemble des régions de l'intérieur. Écoutez, le ministre délégué de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alamis, il a remercié la population de Dikil pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a également rappelé aux participants que la décentralisation est une priorité politique pour le gouvernement djiboutien. En outre, il a avancé qu'il n'épargnerait aucun effort pour le développement des régions. Tenant compte des difficultés socio-économiques des régions, le ministre de l'Intérieur, le ministre a promis de mettre en place une politique adéquate pour rehausser ainsi le niveau de vie de la population des régions de l'intérieur. Une politique adaptée pour y mettre fin. Ceci que parle en vraie décentralisation qu'elle peut se passer. Pour ces raisons que le gouvernement a choisi de mener cette politique. La décentralisation est un processus politique de longue haleine, est une réforme difficile, est un processus qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de moyens, les moyens financiers, les moyens humains. Également, elle demande aussi beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de solidarité. Le président de la République a déjà anticipé que c'est une expérience qui a beaucoup de difficultés dans le parcours. Ceci s'explique déjà de son arrivée au pouvoir dans les années 1999. Pour la première phase d'apprentissage de ce concept, il a mis en place le Conseil régional provisoire. Par la suite, dans les années 2006, il a mis en place le Conseil régional par élection. C'était une phase d'institutionnalisation de la politique de la décentralisation. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'amorcer le début d'une grande phase, une phase difficile. Conséquent, c'est une phase qui va se soucier intégralement des difficultés socio-économiques de la région de l'intérieur. Et ensuite, le ministre a procédé à une visite de la salle informatique du conseil régional et du parc à bétail récemment inauguré. À travers sa visite, le ministre a montré sa disponibilité d'appuyer toute structure ayant pour objectif le développement socio-économique de la région.
À Dikil pour la première fois donc, pour sa prise de contact et il a été accueilli très chaleureusement comme le brouhaha qui est derrière moi le confirme. Donc pour sa première prise de contact, les gens lui ont souhaité non seulement la bienvenue mais lui ont souhaité également plein succès dans ces activités. Et nous ici également parlementaires, nous en sommes très fiers de la politique de décentralisation qui aujourd'hui est devenue très centrale et nous souhaitons également plein succès à ce ministère. Et on reste toujours dans le sud du pays, à Arta cette fois, où sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture d'Arta organise la 10e édition de la randonnée pédestre d'Arta, aussi appelée la marche de la paix. Dans ce cadre, une réunion préparatoire de ce grand rendez-vous s'est tenue ce matin à la préfecture d'Arta en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional et des responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que des responsables des différentes institutions impliquées dans l'organisation. Il a donc été question lors de cette réunion de l'organisation des conditions de participation et de la logistique. Néanmoins, un point essentiel a été au cœur des préoccupations des parties présentes et a fait l'objet d'un long débat, la sécurité. Par ailleurs, l'accent a été mis sur la manière de marquer cette édition, d'autant plus qu'il s'agit de la 10e édition. Et un projet de sensibilisation et d'information aux participants. Et nous avons aussi arrêté la date qui sera le 2 décembre, la date de 2 décembre, c'est-à-dire un vendredi. Et je profite ici pour informer aux participants de prendre tout d'abord les tenues appropriées pour la randonnée pédestre et aussi de porter des habits pour lutter contre le froid. Parce qu'en début décembre, il fera très très froid ici à Arta. Donc nous allons mettre en place un comité d'organisation qui sera composé de différentes commissions. Et ces commissions vont faire leur travail pour que cette 10e édition soit grandiose et qu'elle marque les esprits des passionnés de cette randonnée pédestre. Direction l'Arabie Saoudite, où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a présenté aux serviteurs des 2 lieux saints, le roi de l'Arabie Saoudite Salman ibn Abdelaziz, les condoléances pour le décès de son frère, son Altesse royale le prince turc ibn Abdelaziz. L'ambassadeur d'Yaïdine Saïd Bamaklama a transmis au roi Salman les salutations et les sincères condoléances du président de la République Ismaël Omar Guelleh et le peuple djiboutien. L'audience a été dans la résidence privée du roi à Riyad en présence des frères et enfants du défunt. Retour à Djibouti, la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques a célébré aujourd'hui la journée mondiale des toilettes au Sheraton Hotel en partenariat avec l'ONG internationale ACF et l'UNICEF. Cette journée a été présidée par la directrice de l'hydraulique rurale, Madame Souad Suleiman. L'objectif principal de la journée est de sensibiliser les parties prenantes sur la promotion de l'accès à l'assainissement en République de Djibouti, en vue de pouvoir renforcer la politique stratégique de l'assainissement mise en place par le gouvernement en milieu urbain et rural. C'est pour la première fois que Djibouti célèbre la journée mondiale des toilettes depuis qu'elle a été initiée en 2001 par les Nations Unies. L'assainissement est une priorité mondiale en matière de développement. Les objectifs de développement durable lancés en 2015 ont notamment pour cible d'assurer d'ici à 2030 l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air. Bon appétit si vous êtes à table. Les toilettes jouent un rôle crucial dans l'économie tout en permettant d'améliorer la santé et de garantir la sécurité et la dignité. Ce qui signifie que 2,4 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement digne. Et lors de son ouverture, lors de son discours, la directrice a souligné que le secteur de l'assainissement fait partie des axes majeurs de la feuille de route du gouvernement djiboutien. On l'écoute. Messieurs, comme vous le savez, la République de Djibouti doit faire face à de nombreux défis en matière d'accès à l'assainissement, en raison de sa croissance démographique,
des contraintes environnementales et géologiques, du poids des pratiques ancestrales, des barrières socio-économiques, de l'accès à l'eau aussi, etc. Mais aussi de l'insuffisance de l'aide au développement. Mesdames et messieurs, je voudrais vous proposer ici, sans plus tarder, quelques objectifs d'intervention, d'amélioration en assainissement. Je dirais, par exemple, nous devrons fixer comme objectif atteindre un taux d'accès à l'assainissement amélioré au minimum de 50% en 2035 pour le milieu rural et les localités semi-urbaines et améliorer les conditions d'assainissement de la famille, notamment les femmes et les enfants, des infrastructures d'assainissement améliorées. Promouvoir la formation et la sensibilisation des différents acteurs concernés. Permettre la mobilisation des fonds de financement de projets d'accès à l'assainissement amélioré. Comme proposition, je dirais qu'il faudra valider et promouvoir le plan stratégique d'assainissement individuel pour le milieu rural en accord avec les ODD et allouer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Je dirais qu'il faudra également élaborer un schéma directeur de l'eau et de l'assainissement, parce que je pense que l'eau reste liée à l'assainissement étroitement au niveau du pays. Ici, je ne fais qu'ouvrir des pistes de réflexion pour alimenter votre débat sur les objectifs que j'ai mentionnés ci-dessus. Je suis convaincue que vous allez parvenir à des conclusions et établir des recommandations à la hauteur de ces défis. Dans le reste de l'actualité, une délégation représentative de la Commission nationale des droits de l'homme est conduite par le président de la dite commission, M. Souleymane Omar Oudine, accompagné par ses participants et proches collaborateurs, a effectué aujourd'hui une visite inopinée au sein de la prison civile de Gabod. L'objectif principal de cette visite est de constater de visu l'état de lieu de cette institution pénitentiaire de Gabod, à savoir la situation sanitaire, alimentaire ou même éducative en passant par la gestion administrative de cette prison civile de Gabod. C'est ainsi que les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont sillonné les différents locaux de la prison de Gabod. Ils ont également passé dans une salle où sont gérés l'ensemble des dossiers des détenus. D'emblée, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par son président, avec le directeur de la prison civile de Gabod, entouré de ses proches collaborateurs et agents pénitentiaires. Cette visite inopinée de la Commission nationale des droits de l'homme à la prison de Gabod entre dans le cadre de la politique de notre pays et son président, M. Ismaël Omar Guelleh. Le respect des droits de l'homme, du droit humain, dans toutes ses formes. L'actualité à présent hors de nos frontières. En Syrie, l'aviation russe mène de nouveaux raids depuis la Méditerranée. Pour la première fois, des avions russes ont mené des frappes depuis un porte-avions en Méditerranée. L'amiral Kuznetsov, qui était arrivé la semaine dernière au large des côtes syriennes pour renforcer le dispositif militaire existant. Jusqu'à présent, les avions russes décollent essentiellement d'une base près de Lata, qui est dans l'ouest de la Syrie ou d'Iran. Selon le ministre russe de la Défense, les avions de chasse des Sukhoi, Su-33 ont visé des positions du groupe État islamique et du front Fatah al-Sham dans les régions d'Idlib et d'Homs. Des entrepôts de munitions notamment ont été ciblés. Par ailleurs, l'aviation syrienne a repris ses bombardements sur les quartiers d'Alep-Est tenus par les rebelles, des raids qu'elle avait interrompus il y a près d'un mois à la demande de la Russie. 2 barils d'explosifs ont notamment été largués par un hélicoptère. Au moins 5 civils ont été tués selon l'Observateur syrien des droits de l'homme, qui rapporte également que 3 hôpitaux ont été endommagés par des raids aériens dans une zone rurale de l'ouest d'Alep contrôlée par les rebelles. Il y aurait des blessés parmi le personnel médical et les patients. En visite en Grèce ce mardi 15 novembre, à l'occasion de son dernier voyage officiel en Europe, le président américain Barack Obama a plaidé en faveur de l'allègement de la dette grecque. C'est une visite hautement symbolique qu'effectue le président américain en Grèce à l'occasion de son dernier déplacement officiel en Europe. Ce pays, berceau de la démocratie, symbole des mesures d'austérité face à la crise budgétaire, a rappelé Barack Obama à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Alexis Tsipras. Une austérité
qui seul ne peut pas apporter la prospérité, a précisé le président américain, abondant dans le sens de son hôte. L'économie et la population grecque, après 7 ans, ne peuvent plus supporter davantage d'austérité, a déclaré le Premier ministre issu de la gauche radicale. Dans ce contexte, la Grèce poursuit les réformes engagées. Le FMI a indiqué qu'un allègement de la dette était crucial. Je continuerai à plaider dans ce sens auprès des créanciers afin de contribuer à remettre le pays sur les rails d'une croissance économique durable. C'est dans l'intérêt de tous que la Grèce réussit à plaider pour sa part le président américain. Ce message, Barack Obama devrait le transmettre à la chancelière allemande Angela Merkel, qu'il doit rencontrer ce soir. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous.